Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo de l'Avent du métronome. C'est officiel, on arrive sur la dernière ligne droite. Il ne me reste que 4 cases à découvrir et 4 vidéos à partager avec vous avant Noël. On va y aller tout de suite avec la bougie. La numéro 20, elle est ici, tout en bas. Et c'est encore une bougie toute blanche. C'est très agrume, mais je suis pas sûre d'aimer. Verveine. Verveine? En général, la verveine, c'est plutôt associé au citron dans ma tête. Et c'est peut-être pour ça que je sens que les agrumes. Dans tous les cas, assez intriguant. On va voir ce que ça va donner. Je reste sur ma position. Quand je les brûle, je sens pas plus que ça le parfum, la fragrance de la bougie. Et comme je vous l'avais dit, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec mon nez? Ou est-ce que c'est juste vraiment pas assez fort, trop discret? I don't know. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de mes lectures les plus surprenantes, les plus marquantes de 2024, qui ne seront pas forcément les lectures que j'ai le plus appréciées, les coups de cœur que j'ai eus, mais vraiment celles qui m'ont le plus marqué, le plus surprise. Et ça peut être un titre, un roman que je ne pensais pas aimer et que j'ai aimé, ou au contraire un roman que je pensais vraiment adorer et qui ne m'a absolument pas plu. Et comme pour ma vidéo des pires lectures de 2024, je vais m'aider directement de mon sommaire, de mon carnet de lecture pour l'année. Et on va donc y aller par ordre chronologique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un ou deux titres dont je vous ai parlé dans les pires lectures qui se retrouvent dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir. Bon, et je vois que ça commence très fort puisque la première lecture dont je vais vous parler, je l'ai lu en 2 jours, ce qui en soi est vraiment presque exceptionnel. C'est dire à quel point j'ai dévoré le roman, j'ai été prise. Mais je me souviens très bien que la fin m'a tout ruiné et je m'en suis même donné une insomnie la nuit qui a suivi le jour où j'ai terminé ce roman. Tellement je refaisais toute l'histoire dans ma tête pour mettre le doigt sur la chose qui clochait, le plot twist, tout ça, bref. Je vous parle de Hortense de Jacques Expert que j'ai lu entre le 14 et le 15 janvier. Donc vous voyez que ça n'a pas du tout tardé. Et Jacques Expert, c'était la 2e fois que je lisais un titre de lui. Le premier c'était Qui ? Un roman qui m'avait là aussi marqué par son plot twist final et où je m'étais dit que je n'avais rien vu venir. Et quand je vous avais dit que je souhaitais découvrir d'autres titres de Jacques Expert, Hortense est revenu quand même très régulièrement. Et puis je me suis lancée puisque de toute façon il était disponible à la médiathèque, donc j'ai pu l'emprunter et le lire assez facilement. Et dans ce roman, on va suivre la mère d'Hortense sur 2 temporalités différentes, puisque Hortense elle-même est une petite fille qui a disparu. Donc on a 2 temporalités, celle du passé où on suit la mère au moment de la disparition de la petite fille et on sait donc très tôt que c'est apparemment son père qui l'aurait kidnappée. Et la 2e temporalité, c'est au présent, puisque la mère d'Hortense, un beau jour, croise le portrait craché de sa fille dans la rue, et évidemment, il va se passer plein de petites choses. Alors la surprise, le fait marquant, c'est pas du tout que cette lecture m'a complètement happée et que je l'ai dévorée, puisque ça, je m'y attendais. En réalité, la surprise, c'est surtout ce fameux plot twist final qui m'a complètement retourné le cerveau et j'ai creusé internet pour lire des critiques d'autres personnes qui auraient lu ce titre et savoir si c'était moi qui avais loupé quelque chose dans le schéma ou s'il y avait vraiment quelque chose qui plantait. Et effectivement, après avoir lu de nombreuses autres critiques de ce titre, j'en suis arrivée à la conclusion que ce n'était pas moi qui avais un problème avec la fin, c'est juste que c'était mal écrit, voire un peu du foutage de gueule. Dans tous les cas, je sais que c'est une lecture qui restera marquante pour moi, tant elle m'a déçue et elle m'a vraiment retourné le cerveau. Je vais quand même essayer d'être rapide dans cette vidéo et de pas vous décrire tous les titres parce que, en fait, au plus je lis et au plus j'ai l'impression que je vais vous parler de genre 20 ou 30 titres. Donc, je vous dis ça juste parce que le livre suivant, c'est aussi une lecture des plus marquantes et là, pour le coup, c'est aussi une lecture coup de cœur que je n'attendais pas. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et je vous avoue que c'est un titre qui est tellement hypé, tellement apprécié que je pensais vraiment que j'allais encore une fois être à contre-courant et ne pas apprécier. Et c'est une lecture qui m'a complètement chamboulée, qui m'a bouleversée, qui m'a fait énormément pleurer, qui m'a émue et qui restera une lecture marquante de 2024 et très certainement de plusieurs années en fait. En février, il y a un trio de livres que j'estime comme lecture marquante parce que cette fois, je pensais que j'allais apprécier mais vraiment pas à ce point et en plus, c'est une trilogie qui se trouve
je crois, juste ici. Oui, je confirme. C'est la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch. Donc le tome 1 ici, Révélation. Le tome 2, Rébellion. Et le tome 3, Destruction. C'est écrit par Blake Crouch et j'ai complètement binge-readé cette série, cette trilogie. Le tome 1 est sorti à la mi-janvier, le 15 janvier je crois. 2 semaines plus tard sortait le tome 2 et 2 semaines encore après sortait le tome 3 et je les ai éclatés. Je les ai tous lus en 1 ou 2 jours à chaque fois et vraiment j'aurais jamais cru adhérer autant à cette série. Quoi qu'il en soit, là encore, une lecture ultra marquante, très surprenante de par son accessibilité et j'ai adoré, je ne peux que vous recommander de la découvrir. Au mois de mars, j'ai aussi découvert un titre, cette fois-ci dans sa version en anglais, sa version originale, c'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. C'est un titre qu'on m'avait offert à Noël 2023 du coup, que j'avais mis dans ma liste au Père Noël parce que je voulais absolument le lire. Et je crois bien que quelques jours après que je l'ai lu, il est sorti en français. Je vais vous mettre la couverture ici. Il est sorti sous le titre de 6 remarquables créatures. Et je vous conseille vivement de le lire puisque c'est hyper accessible et c'est de la littérature contemporaine. Mais pour moi, ce qui m'aura le plus marqué vraiment dans cette lecture et que j'y repense quand même très régulièrement, au point que j'ai très envie de lire les chapitres qui m'intéressent. Et de toute façon, vous voyez, j'ai même mis des post-it un petit peu partout, ce qui m'arrive très rarement. Donc je disais, ce qui m'a vraiment surprise et marquée, qui me marque toujours, ce sont les chapitres où on explore le point de vue de Marcellus. Et Marcellus, ce n'est autre que cette pieuvre ici. J'ai adoré sa façon d'analyser et de voir le monde des humains, sa façon de s'exprimer qui est hyper innocente et pourtant extrêmement drôle et surtout extrêmement vrai. Bref, comme je viens de vous le dire, j'ai de temps en temps l'envie de reprendre ce livre juste pour retrouver certains chapitres de Marcellus et les relire. Parce que j'ai pas forcément besoin du contexte, je veux juste redécouvrir sa façon de voir les choses. En avril, j'ai terminé le cycle de la Tour de Garde qui est coécrit par Guillaume Chamanadian et Claire Duvivier. Donc Guillaume Chamanadian s'est occupé de la trilogie Capitale du Sud et Claire Duvivier a écrit la trilogie Capitale du Nord. J'ai toujours une petite préférence pour Capitale du Sud, juste parce que l'univers me parle un petit peu plus. Mais je vous avoue que le 3e tome de Capitale du Nord, qui est donc l'armée fantoche, qui clôture à la fois la trilogie et le cycle de la Tour de Garde, je l'ai bien apprécié, mais je vous en parle parce que c'est surtout l'épilogue qui m'a marqué. Un épilogue qui est vraiment un long chapitre, un chapitre à part entière, qui explore une autre facette de la finalité de ce cycle. C'est un épilogue qui fait quand même une petite vingtaine de pages, mais qui se centre sur des personnages qu'on ne connaît pas et qui sont ultra secondaires, voire tertiaires à l'histoire. Et on y aborde un point de vue auquel on ne s'était jamais attardé. Et j'ai vraiment été marquée par cet épilogue, par ce dernier chapitre, par cette conclusion. Et j'y repense très régulièrement. Évidemment, je ne peux pas vous en parler plus en longueur parce que c'est quand même la toute fin d'une trilogie et même d'une double trilogie. Donc je n'aborderai pas le sujet plus que ça. Mais waouh! Et en avril toujours, j'ai découvert un titre de non-fiction qui me tentait depuis un moment et j'attendais sa traduction en français. Génial, Ma mère est morte de Janet McCurdy. Je vous en parle parce que ça a été une lecture marquante dans le sens où c'est l'autobiographie de Janet McCurdy et c'est quand même assez atroce. Donc non seulement tout ce qu'on lit, ça reste plus ou moins gravé dans la mémoire, mais aussi surtout, je l'ai fait lire à ma mère. Et bon, elle aussi évidemment, elle a été assez marquée par cette lecture. Et on en a régulièrement parlé en se demandant si nous aussi on n'avait pas eu des réactions ou une période toxique l'une envers l'autre. Ce qui n'a pas été le cas, je vous rassure, mais on s'est quand même posé des questions. Et après ça, j'ai l'impression que j'ai pas eu de lecture si marquante que ça les semaines et les mois qui ont suivi, parce qu'il n'y a rien qui me frappe. Ça a été quand même globalement des bonnes lectures, mais pas de là à ce que je m'en souvienne si on en reparle dans un an. Ah si, une lecture que j'ai faite pour mon challenge Babelio 2024, donc je vous en ai parlé quand même dans la vidéo qui est dédiée, et en plus c'était la première ou la deuxième lecture dont je vous parlais, donc c'est quand même assez tôt dans la vidéo. C'est 5 heures en sursis de Laure Manel. Et alors là c'est un ressenti un petit peu particulier. Dans 5 heures en sursis, on suit
5 points de vue de personnes qui font partie d'une même famille, qui sont donc frappées par la même tragédie. La 6e personne qui les relie tous est incarcérée pour avoir commis un crime, un meurtre. Et donc on va suivre ces 5 points de vue tout au long de l'incarcération de cette personne qui dure pendant des années. Et moi c'est une lecture qui m'a marquée dans le sens où c'est une lecture que je ne voulais absolument pas faire parce que je vous l'ai déjà dit et du coup je le redis pour situer un peu le contexte. C'est une lecture qui a plu à énormément de monde, qui a vraiment fait un carton et qui s'intéresse au sujet de la famille de personnes coupables de crimes violents. Sauf que moi, je fais partie d'une famille de victimes de crimes violents. Et c'est exactement le genre de choses que je ne veux pas lire. Je ne veux pas ressentir d'empathie pour les familles de coupables, les familles d'accusés. Je m'en fous. C'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de partager. Et donc là, ça m'a marqué parce que j'étais extrêmement en colère finalement en lisant ce livre. Même si je comprends qu'il ait pu plaire autant, je le conçois, il n'y a pas de souci. C'est mon ressenti personnel parce que c'est une situation assez particulière pour moi, mais c'est vraiment le genre de choses que si j'avais su, je ne l'aurais très certainement pas lu. Et dans une toute autre ambiance, un autre titre qui m'a surprise, et là pour le coup qui m'a surprise positivement, que j'ai lu à cheval entre septembre et octobre, c'est L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. J'étais persuadée, écoutez-moi, j'étais persuadée que j'allais pas aimer parce que c'était trop long, parce que ça s'intéressait à des vampires et que moi les vampires je m'en fous. Mais j'ai adoré, j'ai bouffé ces presque 1000 pages du premier tome et j'ai bouffé les presque 1000 pages du deuxième tome et j'attends le 3e et dernier tome avec impatience. J'ai tout simplement adoré, que ce soit le world building, les personnages, les événements, tout, j'ai absolument tout aimé. Là aussi ça a été un véritable coup de cœur. Et je m'y attendais pas. Et je crois que c'est le dernier... Je vais pas vous faire l'affront de vous reparler de Cimetière, je crois que vous avez compris mon opinion là-dessus. Mais j'ai quand même bien envie de finir avec L'Ombre sur Innsmouth de Lovecraft et illustré par François Baranger. Parce que oui, alors je peux pas vous le montrer parce qu'il est toujours dans son carton, je l'ai pas ressorti. Mais j'ai adoré lire cette édition illustrée. C'est sorti chez Brajlon et ils sont en train de rééditer toutes ces petites nouvelles de Lovecraft accompagnées des illustrations de François Baranger. Et j'avais craqué sur la page couverture avant qu'il sorte et finalement je m'étais dit que j'allais me l'acheter et me l'offrir et découvrir un petit peu tout ça. Je m'attendais pas du tout à apprécier autant la plume de Lovecraft. C'était la première fois que je le découvrais et là encore je pensais que c'était un auteur qui était vraiment pas accessible pour moi parce que trop centré sur l'horreur et le gore et j'avais juste peur de pas aimer et d'avoir trop peur que ce soit juste trop, too much. Mais ça n'a pas du tout été le cas. J'ai été extrêmement surprise du fait que dans cette nouvelle il y ait quand même un début, un milieu, une fin et tout fait sens. Alors que je m'attendais pas du tout à ça. En général, les nouvelles, sur moi, ça marche pas, justement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Sauf que non, là, il y a vraiment une construction d'intrigue, d'histoire. Et autre chose qui m'a surprise, mais qui du coup m'a surprise positivement parlant, alors que j'aurais jamais cru que ça marcherait sur moi, c'est qu'il y a très peu de dialogues, et les dialogues qu'on a servent à la description et donnent une ambiance vraiment, là pour le coup, angoissante. Et c'était extrêmement appréciable. J'ai vraiment adoré, que ce soit la lecture ou les illustrations qui plongent encore plus dans l'ambiance terrifiante d'Innsmouth. C'était chef kiss. Et c'est d'ailleurs avec le duo Lovecraft-Baranger qu'on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me dire aussi et surtout quelle a été votre lecture la plus marquante de 2024 ou vos lectures s'il y en a eu plusieurs. Sinon vous pouvez toujours me laisser l'emoji surpris ou surprise si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs et nous on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye!